Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le JT de l'EDJ. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour décrypter l'actualité riche de cette semaine. Avec moi, Théo Guitoni. Bonsoir Théo. Bonsoir Victorien, bonsoir à tous. Nous sommes le mercredi 14 janvier, voici les titres de ce journal. Dans la grosse actu de la semaine, nous revenons sur le début du procès en appel de Marine Le Pen, jugée dans l'affaire des emplois fictifs des assistants d'eurodéputés. Nous reviendrons également sur l'actualité locale, avec notamment une opération de police qui s'est déroulée ce matin dans le centre-ville de Nice. Autre actualité, un nouveau stade va voir le jour pour le Nissa Rugby. En France, un ex-dirigeant nationaliste corse a été assassiné lors des obsèques de sa mère. Retour sur ce drame. Nous reviendrons également sur l'affaire entre les deux patineurs Gabriela Papadakis et Guillaume Cicéron. La patineuse brise la glace dans un livre qui paraît demain. À l'international, retour sur la situation en Iran où la répression des manifestants fait rage. En Ukraine, la guerre se poursuit avec de nouvelles frappes survenues dans la nuit. En sport, zoom sur les derniers résultats et sur le tirage au sort en Coupe de France. Nous ferons aussi le bilan des résultats de nos Français lors des qualifs de l'Open d'Australie et nous reviendrons sur les hommages à Roland Courbis décédé lundi. Nous terminerons ce journal par l'information insolite du mois. Mais d'abord, notre grosse actualité de la semaine est consacrée au procès en appel de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Front National, devenu Rassemblement National. Un rendez-vous judiciaire décisif pour son avenir politique, à moins de 2 ans de l'élection présidentielle. Théo Guitoni. Marine Le Pen est de retour devant la justice. Hier après-midi, l'ancienne présidente du Rassemblement National a comparu devant la Cour d'appel de Paris au premier jour de son procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Une procédure qui pourrait déterminer si elle est en mesure ou non de se présenter à l'élection présidentielle en 2027. Condamnée en première instance au printemps 2025 pour détournement de fonds publics, Marine Le Pen avait écopé de 4 ans de prison, dont 2 ans fermes aménageables, de 100 000 euros d'amende et surtout de 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate. Une sanction qui avait alors mis en suspens son avenir politique. Et hier, à son arrivée au palais de justice de Paris, aucun mot face aux journalistes. C'est à la barre que la députée du Nord-Pas-de-Calais a choisi de s'exprimer pour la première fois, expliquant les raisons de son appel. Et sur le fond, Marine Le Pen change-t-elle de ligne de défense ? Oui, légèrement, Victorien. Devant la Cour, Marine Le Pen n'a pas nié l'existence d'un délit, mais elle a contesté toute intention frauduleuse. Elle a affirmé que lors de l'embauche et de la mutualisation des assistants parlementaires entre 2004 et 2007, elle et son parti n'avaient pas eu le sentiment de commettre une infraction. Elle a également mis en cause le Parlement européen, partie civile, dans ce dossier, estimant qu'il n'a pas joué son rôle d'alerte. Un argument rejeté par l'avocat de l'institution, Patrick Maisonneuve, qui rappelle que des contrôles existaient et que les faits concernaient plusieurs millions d'euros de fonds publics. Durant cette première audience, essentiellement consacrée au rappel des faits, Marine Le Pen est restée silencieuse face aux médias, une posture qui tranche avec son attitude lors de son ouverture de son premier procès en automne 2024. Ce procès est donc crucial. Concrètement, que risque-t-elle pour 2027 ? L'enjeu est majeur, Victorien. Si la Cour d'appel confirme la peine d'inéligibilité avec exécution provisoire, Marine Le Pen ne pourra pas être candidate à l'élection présidentielle en 2027, même en cas de pourvoi en cassation. En revanche, si cette peine est annulée, réduite ou prononcée sans exécution immédiate, elle pourrait être espérée se lancer à nouveau dans la course à l'Elysée. La Cour d'appel s'est engagée à rendre sa décision à l'été 2026 afin de ne pas interférer avec le calendrier électoral. Une échéance scrutée de près par le Rassemblement National qui a d'ores et déjà prévu un scénario alternatif avec Jordan Bardella en cas d'empêchement judiciaire de sa candidate. Et dans le parti, quelle est la stratégie face à cette incertitude ? Au QG du RN, on reste suspendu au calendrier judiciaire. La direction insiste sur la discipline de ses élus. Personne ne doit s'exprimer dans les médias pour ne pas perturber le procès en parallèle. Marine Le Pen continue sa campagne locale pour les municipales, montrant qu'elle reste active politiquement malgré la procédure en cours. Et sur le plan judiciaire, quelle garantie pour la transparence du procès ? La présidence de la Cour de cassation et plusieurs juristes insistent sur l'indépendance de la justice et la nécessité de décisions incontestables. Christophe Soulard, premier président de la Cour, a rappelé hier « J'ai toute confiance dans la capacité de mes collègues à résister aux pressions et de ne pas se laisser intimider. Les magistrats devront trancher entre maintien de l'inéligibilité et possibilité pour Marine Le Pen de concourir à la présidentielle. En attendant, ce procès s'annonce long et décisif et son issue pèsera lourdement sur le paysage politique français.
Les 5 semaines d'audience devront établir si la candidate du RN pourra briguer à l'Elysée ou si son avenir politique sera suspendu à une condamnation définitive. Merci Théo. On passe désormais à la page locale. Un rassemblement a eu lieu aujourd'hui à Nice. Oui, des centaines de personnes étaient attendues aujourd'hui sur le parvis de l'hôtel de ville. Elles sont venues exprimer leur colère à propos de la situation en Iran. De nombreux membres de la communauté iranienne de Nice sont sans nouvelles de leurs proches. Une première manifestation avait été organisée dimanche. 500 personnes avaient défilé au départ de la promenade des Anglais. Christian Estrosi et Eric Ciotti étaient présents, notamment lors du rassemblement. Nous reviendrons un peu plus tard dans ce journal sur les derniers événements qui secouent l'Iran. Un nouveau stade va voir le jour pour le Nice Rugby, Victorien. Un stade plus grand et plus moderne va être construit aux Arboras à Nice. Les élus ont validé le projet. Les rugbyman de Nice pourront fouler leur nouvelle pelouse à partir de la saison 2029-2030. La capacité d'accueil de cette nouvelle enceinte a été fixée à 12 000 places, soit 4 fois plus qu'actuellement. Une nécessité pour répondre aux exigences du sport professionnel. Le coût du projet n'a pas encore été dévoilé par la ville. Une enveloppe de 20 millions d'euros était évoquée l'an dernier. À Monaco, les dispositifs pyrotechniques seront bientôt interdits en intérieur. 15 jours après l'incendie meurtrier à Crans-Montana, Monaco durcit la sécurité de ses établissements festifs. L'utilisation d'engins pyrotechniques dans les lieux publics clos, notamment les feux de Bengale, va être interdite. Une mesure qui vise à empêcher qu'un scénario proche du drame suisse se produise dans la principauté. À Nice, les obsèques d'Evelyne Leclerc ont eu lieu hier. La famille et les proches de l'ancienne speakerine lui ont rendu un dernier hommage au sein de la cathédrale Sainte-Réparate dans le Vieux-Nice. Evelyne Leclerc est décédée le 30 décembre dernier à Grasse. Elle était notamment connue pour avoir co-animé l'émission Tournée Manège sur TF1. À Nice, une opération de police s'est déroulée en fin de matinée dans le centre-ville. Un homme présentant des intentions suicidaires était retranché depuis 11 heures dans un appartement de la rue du Rocher. Le quartier a été immédiatement bouclé et d'importants moyens ont été déployés. Vers 12h30, l'individu a jeté son arme depuis son balcon avant d'être interpellé par le RAID et placé en garde à vue. Des cartouches ont été retrouvées à son domicile. Toujours à Nice, la femme qui avait percuté le tram à bord de son véhicule a été condamnée. Oui, l'incident s'est déroulé dimanche vers 5h30 du matin. Une automobiliste a percuté le tramway à l'intersection de l'avenue Malocena et de la rue Vernier, causant son déraillement. Aucun blessé n'a été déploré. La conductrice a été condamnée pour non-maîtrise de son véhicule, non-respect d'un feu tricolore, blessure routière et défaut d'assurance. Elle a écopé de 12 mois de prison avec sursis probatoire pendant 2 ans. Son permis a été annulé et elle a l'interdiction de le repasser pendant 6 mois. À Oron, la nuit de la Saint-Sylvestre a été agitée. 6 personnes, dont 3 mineurs, sont poursuivies pour des violences contre des gendarmes. Les faits sont survenus dans la nuit du 31 décembre à Oron. Des militaires ont aussi été pris pour cible par des tirs de mortier d'artifice face à des groupes particulièrement agités. 5 des 6 mises en cause étaient jusque-là inconnus de la justice. Et pour finir, un peu de culture, des chances azuréennes aux victoires de la musique. Oui, les chanteuses Santa et Miki, toutes deux nées à Nice, sont nommées pour la 41e édition des Victoires de la musique. Santa concourt au titre d'artiste féminine et pour le concert de l'année. Miki pour la révélation scène et la récompense de révélation féminine. Rendez-vous le 13 février pour connaître le palmarès de la cérémonie. Merci beaucoup, Victorien. Et on passe à la page nationale avec vous, Théo. On commence par la justice avec plusieurs affaires marquantes cette semaine. Oui, Jean-Marc Morandini est définitivement condamné pour corruption de mineurs et harcèlement sexuel. La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d'appel aujourd'hui qu'il avait jugé coupable d'avoir envoyé des messages à caractère sexuel à 3 adolescents entre 2009 et 2016. L'animateur de 60 ans est condamné à 2 ans de prison avec sursis, 20 000 € d'amende, l'interdiction définitive d'exercer une profession en contact avec des mineurs et son inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Dans un autre dossier, Dominique Pellicot, condamné en décembre 2024 pour avoir drogué et violé son ex-femme entre 2011 et 2020, fait l'objet d'un rapport ministériel sur l'exploitation tardive de son ADN qui n'avait été utilisé que plusieurs années après son prélèvement. Le ministère de la Justice entend ainsi comprendre les dysfonctionnements de l'enquête et apporter des réponses aux victimes. Autre affaire, suivie de près, la Cour de cassation a cassé la relaxe d'un policier jugé pour violence contre son ex-femme et ses 2 fils. La Cour d'appel de Metz l'avait relaxé en 2024, considérant que les violences n'étaient pas gratuites et que les enfants n'avaient pas de séquelles
physique. La Cour de cassation rappelle qu'il n'existe aucun droit de correction parentale, ni en droit français, ni dans les textes internationaux, et ordonne un nouveau procès pour réexaminer la culpabilité du père. Les agriculteurs continuent de manifester, Théo. Oui, aujourd'hui, plusieurs blocages ont eu lieu dans le pays. À Toulouse, 8 interpellations ont été effectuées après un blocage près de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. La circulation a été rétablie ensuite. Dans la Marne, des agriculteurs ont occupé le dépôt pétrolier de Vatry, et en Indre-Loire, le dépôt de Saint-Pierre-des-Corps est bloqué depuis hier soir. Dans le Var, 2 convois agricoles ont perturbé l'A50 entre Marseille et Toulon pendant plusieurs heures. À Paris, les tracteurs de la FNSEA et des jeunes agriculteurs ont quitté l'Assemblée nationale après des engagements sur les prêts de la trésorerie sur les exploitants les plus endettés. Le gouvernement tente de répondre à la colère avec une loi d'urgence agricole prononcée par le Premier ministre Sébastien Lecornu qui portera sur l'eau, la prédation et les moyens de production. Elle doit être présentée en Conseil des ministres en mars avant d'être examinée par le Parlement. Cette mobilisation a des implications politiques, notamment pour le budget national, n'est-ce pas Théo ? Oui, le projet de loi de finances pour 2026 est au cœur des débats à l'Assemblée. Le gouvernement appelle à un dernier effort pour trouver un compromis, mais la majorité reste fragile. L'article 49.3 pourrait être utilisé dès jeudi pour faire adopter le budget, faute de majorité, et certaines voix évoquent même un passage par ordonnance. Le ministre de l'économie Roland Lescure insiste l'urgence est de s'accorder sur le fond. Et pendant ce temps, nous avons des nouvelles après la cyberattaque survenue contre le ministère de l'Intérieur fin novembre. Oui, un jeune de 22 ans a réussi à accéder à certaines données sensibles de la police nationale, mais sans pouvoir les modifier ni les détruire. Le hacker a pu consulter quelques fichiers avec des informations personnelles sur des personnes recherchées, mais aucune donnée judiciaire détaillée n'a été touchée. Pour renforcer la sécurité, le ministère a réinitialisé les mots de passe, supprimé les comptes inactifs et imposé une double authentification pour tous les accès. Une nouvelle messagerie plus sécurisée a été déployée et les systèmes les plus sensibles sont désormais surveillés en temps réel. Le suspect a été mis en examen et placé en détention provisoire. Du côté de l'éducation, un manuel de révision fait débat, Théo. Oui, un manuel parascolaire de révision pour le bac a provoqué une polémique en présentant de manière erronée les attentats du 7 octobre 2023 en Israël. Emmanuel Macron et le ministre de l'Éducation nationale dénoncent un contenu intolérable, Hachette a rappelé les ouvrages concernés et a présenté ses excuses. Enfin, les jeunes Français sont confrontés à des difficultés concrètes au quotidien. Selon une étude Odoxa pour Nexity, 61% des 18-34 ans ont rencontré des obstacles pour se loger. Logement trop cher, humide, mal isolé ou bruyant. Beaucoup ont dû renoncer à vivre dans la ville souhaitée, à un emploi ou une formation ou quitter leur commune d'origine. Ces difficultés ont un impact direct sur leur santé mentale et leur confiance en l'avenir. Et pour finir, la France face à un tournant historique au niveau de la démographie. Oui, pour la première fois, Victorien, depuis la Seconde Guerre mondiale, le nombre de décès a dépassé le nombre de naissances en 2025. Selon l'INSEE, Anne-Cécile Malfer, présidente de la Fondation des femmes, dénonce une pression supplémentaire mise sur les épaules des femmes. Elle souligne que le non-désir d'enfant est souvent stigmatisé. Elle souligne et que la baisse de la natalité est un problème sociétal lié aux conditions économiques et sociales et non au désir des Français d'avoir des enfants. Elle appelle à des politiques cohérentes et à une participation plus importante des hommes à la vie familiale. Merci Théo. Un acte d'une extrême gravité commis dans un lieu et à un moment où toute violence semble impensable, ce meurtre survenu en Corse bouleverse l'île et soulève de lourdes questions sur l'autorité de l'État et le poids des réseaux criminels. Mariam, à toi, vous nous exposez les faits. C'est un événement qui a profondément choqué la Corse et jeté une lumière crue sur l'emprise du crime organisé sur l'île. Lundi 12 janvier, Alain Orsoni, figure majeure du nationalisme corse et ancien président du club de football de l'AC Ajaccio, a été assassiné lors des obsèques de sa mère dans le village de Véro, en Corse du Sud. Les faits se sont déroulés vers 16h30, alors qu'Orsoni, âgé de 71 ans, se tenait dans le cimetière du village en plein recueillement après l'enterrement de sa mère. Selon le procureur de la République d'Ajaccio, Nicolas Sette, l'homme a été touché d'une seule balle à longue distance dans la poitrine. Le projectile aurait été tiré depuis une zone boisée, suggérant un tir embusqué, précis et préparé. Que savons-nous des avancées de l'enquête ? Le tireur est toujours en fuite. Une enquête pour assassinat en bande organisée a été ouverte et confiée conjointement au nouveau parquet national anticriminalité organisé et à la juridiction interrégionale
spécialisée de Marseille, une caucésine rarissime qui montre l'importance donnée à ce dossier. Sur place, dans ce village d'à peine 600 habitants, la sidération est totale. Un assassin qui frappe en plein cimetière alors qu'un fils accompagne sa mère jusqu'à sa dernière demeure est vécu par les habitants comme une profanation et une atteinte aux valeurs les plus sacrées de la communauté. Savons-nous pourquoi Alain Orsini était visé ? Eh bien, Alain Orsoni n'était pas seulement une figure politique, il avait été leader nationaliste, fondateur du mouvement pour l'autodétermination, mais aussi une personnalité controversée, mêlant engagement politique et lien avec le monde des affaires et des réseaux corses. Il a également dirigé l'AC Ajaccio, où il avait laissé une empreinte durable, ce qui lui avait valu respect. Ce n'était pas sa première confrontation avec la violence, il avait échappé à une tentative d'assassinat en 2008, et son entourage avait déjà été touché par des règlements de compte dans le passé, notamment avec la mort de son frère dans les années 1980. Cet assassinat cachait-il un message destiné à la communauté corse, Maria ? Eh bien, le fait que cet assassinat ait eu lieu alors que toute la hiérarchie judiciaire, policière et gendarmique de la Corse était réunie à Bastia pour la rentrée solennelle de la cour d'appel est perçu comme un message fort des milieux criminels, une démonstration d'audace face à l'État. C'est peut-être, selon certains magistrats et élus locaux, une preuve supplémentaire de l'emprise du crime organisé sur une société insulaire déjà marquée par des violences anciennes. Au lendemain de ce drame, élus, camarades nationalistes et représentants de la société civile dénoncent un acte innommable, appelant à la mobilisation de tous pour que justice soit faite et que la Corse ne soit plus le théâtre de ces règlements de compte sanglants. Merci beaucoup Maria. À présent, une célèbre patineuse française sort un livre autobiographique ce jeudi 15 janvier aux éditions Robert Laffont. Chloé, vous nous en dites plus. Pour ne pas disparaître, c'est le titre du livre autobiographique de Gabriela Papadakis. Elle est sacrée championne olympique en patinage artistique de danse sur glace avec Guillaume Cizeron aux Jeux de Pékin en 2022. Gabriela possède un palmarès XXL. En 2024, elle prend sa retraite sportive, avouant par la même occasion son homosexualité. Désormais consultante chez NBC, ce livre retrace sa carrière, son parcours au haut niveau et ce que cela implique. Elle y raconte des événements traumatisants, dont 2 agressions sexuelles subies en étant adolescente. Elle mentionne la pression ressentie lorsqu'elle a voulu dénoncer les faits, en particulier de la part de son partenaire, Guillaume Cizeron, au moment de vouloir porter plainte. « Si je le faisais, il ne voudrait plus patiner avec moi », écrit-elle. Elle a aussi eu recours à une interruption de grossesse dans des conditions traumatisantes pendant les championnats du monde en 2019 au Japon. Entre eux, tout semble rose. Le duo a marqué les esprits en remportant 5 titres de champion du monde en patinage artistique entre 2015 et 2022. Qu'en est-il de leur relation ? Ensemble depuis l'enfance, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron se séparent en décembre 2024. Dans son livre, elle se confie sur sa relation avec son ex-partenaire. Elle décrit Guillaume comme toxique, décidant de tout pour elle, et évoque un sentiment d'emprise. Elle en a peur et elle le manifeste. L'idée de me retrouver seule avec lui me terrorise. Ajoutant, je m'abstiens de patiner avec lui hors surveillance d'un entraîneur. Progressivement, l'Auvergnate doute. Un épisode survenu dans les années 2010 l'a marqué. Mise à l'écart, on ne l'écoute pas. Elle n'a même pas de chaise autour de la table. Des petits détails qui lui font perdre confiance. Sensible, elle vit mal les entraînements post-JO de Pékin. Elle fait plusieurs crises de panique. En 2024, leur relation se dégrade. Ils tentent une thérapie de couple pour se réconcilier, c'est un échec. Les athlètes mettent fin à leur collaboration. Depuis, Gabriela renaît et explique avoir retrouvé le goût de patiner. Papadakis ne risque-t-elle pas une poursuite judiciaire avec de telles déclarations ? Oui, Victorien. Guillaume Cizeron a mis en demeure pour propos diffamatoires toutes les parties impliquées dans la rédaction du livre. Il juge les informations à son égard fausses en lui attribuant des propos qu'il n'a jamais tenus. Il se dit victime d'une campagne de dénigrement. Et avait-il connaissance de la parution du livre et s'est-il exprimé dessus ? Oui, Victorien. Dans un entretien accordé à l'équipe la semaine dernière, il décrit Gabriela comme quelqu'un de fort, avec de grandes fragilités, et reconnaît avoir longtemps porté le binôme. Pendant 20 ans, je me suis énormément inquiétée pour elle. Dès notre plus jeune âge, elle a montré des signes inquiétants de détresse. Cette instabilité s'intensifie avec des épisodes dépressifs. Lui montre de l'empathie. Lucide, il sait qu'elle le désignait comme une source de son mal-être. Pourtant, il a porté ce duo du début jusqu'à sa fin.
Dorénavant, il patine avec Laurence Fournier-Baudry, avec qui il espère ramener une médaille dans moins d'un mois aux Jeux de Milan-Cortina. Romain Haguenauer, leur entraîneur pendant 15 ans, connaît bien les deux sportifs. Étonné, il s'est exprimé au micro d'RMC. « Je n'ai jamais été témoin de comportements inappropriés ou troublants de la part de Guillaume. » Il explique ne pas reconnaître les situations décrites et trouve dommage un tel déballage public. Les deux athlètes semblaient avoir fermé leur histoire. La parution de ce livre en réouvre les pages aux yeux du grand public. Derrière Gabriela Papadakis, la grande athlète, se cachent des cicatrices. Elle, qui a toujours dansé le sourire aux lèvres, répond en brisant la glace par son livre autobiographique pour ne pas disparaître. Merci beaucoup Chloé. Pendant la période des fêtes, les Français en profitent parfois pour consommer un peu plus d'alcool que d'habitude. Alors en janvier, certains cherchent des solutions pour ne pas boire. Les vins sans alcool sont de plus en plus en tendance. Un reportage signé Victorien Cosson. La période des fêtes de fin d'année est parfois synonyme d'excès. Alors en janvier, certains s'abstiennent de boire avec le Dry January, le mois sans alcool. De nombreux amateurs de vin ont décidé de se tourner vers des boissons non alcoolisées, une tendance qui séduit de plus en plus selon ce caviste de Nice. On a un peu plus de demandes pour les vins sans alcool, mais je sais pas si c'est parce que les gens veulent arrêter de boire en janvier qu'ils essayent de se raccrocher sur des vins sans alcool ou pas, ou est-ce que c'est le phénomène de mode un peu à court terme. Même son de cloche dans ce bar à vin du centre-ville niçois. Sur les vins sans alcool, on a une énorme demande qui est ultra récente, mais je dirais depuis 6 mois, donc c'est pas relatif au Dry January, même si ce mois-ci on a eu 2-3 personnes qui sont rentrées dans la boutique pour ça. Les avis restent toutefois mitigés sur ces nouveaux types de spiritueux. Certains ne veulent pas en entendre parler. J'ai bu le vin sans alcool, c'est du jus de raisin fermenté. C'est affreux. Affreux. J'adore le vin, donc c'est affreux. Boire quelque chose dont on aime le goût, mais sans avoir l'effet de l'alcool sur la santé. Le goût est un petit peu différent, mais ça m'arrive d'en boire. Les vins sans alcool pourraient bien compter de plus en plus d'adeptes dans les années futures. Place désormais à la page internationale avec vous, Victorien, et la France au soutien du Groenland. Oui, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a annoncé l'ouverture d'un consulat français au Groenland le 6 février. La décision avait été prise l'été dernier alors que les États-Unis se font de plus en plus menaçants sur le territoire autonome danois. Le Groenland ne veut ni être possédé, ni être gouverné, ni être intégré par les États-Unis, a déclaré Jean-Noël Barrot. Le Danemark a d'ailleurs annoncé renforcer sa présence militaire au Groenland. En Iran, plusieurs ONG indiquent que la terrible répression des manifestations contre le régime des mollahs continue. Des scènes d'horreur qui durent maintenant depuis le 28 décembre. Pendant ce temps, Donald Trump hausse le ton et incite le peuple iranien à prendre le pouvoir. Jules Cotalorda. Malgré le blocus d'Internet et des télécommunications imposées par le régime, la mobilisation se poursuit. Des manifestants issus de toutes les régions et de toutes les classes sociales descendent dans les rues pour dénoncer les crises économiques et la répression politique. Le pays traverse une crise économique profonde, dévaluation de la monnaie, inflation galopante et inégalités croissantes. Elles alimentent la colère. Beaucoup dénoncent un régime qui exige des sacrifices constants tout en étant incapable de répondre aux besoins de la population. Face à cette contestation massive, la réponse des autorités est brutale. La répression a fait au moins 734 morts selon l'ONG Iran Human Rights, basée en Norvège. L'organisation estime toutefois que le nombre réel de victimes pourrait s'élever à plusieurs milliers. Et cette répression suscite désormais de vives réactions à l'international, notamment du côté des États-Unis. Oui, Donald Trump a assuré hier soir sur CBS que les États-Unis agiraient de manière très forte si les autorités iraniennes commençaient à exécuter des personnes arrêtées lors des manifestations. Et selon la diplomatie américaine, une première exécution est prévue aujourd'hui. Un peu plus tôt dans la journée, sur son réseau social Truth Social, le locataire de la Maison-Blanche s'était directement adressé aux manifestants, promettant que beaucoup d'aide est en route. Il a également appelé explicitement le peuple iranien à poursuivre le mouvement. Selon ses mots, continuez à manifester, prenez le contrôle de vos institutions. Des déclarations qui ont provoqué une réaction immédiate de Téhéran. Oui, la mission iranienne à l'ONU a accusé les États-Unis de chercher un prétexte pour intervenir militairement en Iran. Dans un message publié sur X accompagné d'une lettre de protestation adressée aux dirigeants de l'ONU, elle dénonce une politique américaine fondée sur le changement de régime, mêlant sanctions, menaces et chaos. La situation inquiète aussi en Europe. En France, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot estime que la répression en cours pourrait être la plus violente de l'histoire contemporaine de l'Iran.
Il a exhorté les autorités iraniennes à y mettre fin impérativement. L'ambassadeur d'Iran en France a été convoqué mardi sans que ces chiffres ne soient confirmés officiellement. Merci beaucoup Jules. Un grave accident maintenant en Thaïlande, Victorien. 22 personnes ont été tuées dans un accident de train dans le nord du pays. Une trentaine d'autres ont été blessées. Un lourd bilan causé par l'effondrement d'une grue sur le train situé en contrebas. En 2020, 18 personnes avaient déjà perdu la vie lors d'une collision entre un train de marchandises et un bus. Où en est-on à présent en Ukraine ? Eh bien, la guerre se poursuit sur le front. De nouvelles frappes russes ont touché le pays, privant 45 000 foyers d'électricité. Depuis plusieurs jours, Moscou amplifie ses attaques contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes. De son côté, la Russie a intercepté 55 drones ukrainiens. Malgré ces interceptions, les attaques de drones ont fait au moins 2 morts et plusieurs blessés dans la ville de Rostov-sur-le-Don et dans l'oblast de Belgorod. Des prisonniers américains commencent à être libérés des prisons vénézuéliennes. Oui, 2 semaines après la capture de Nicolás Maduro, la présidente par intérim vénézuélienne Delcy Rodríguez a ordonné la libération de prisonniers. Aucun détail n'a été dévoilé concernant leur nombre, une nouvelle à laquelle s'est félicité Donald Trump qui a affirmé avoir annulé en retour une nouvelle attaque américaine. Elle était une icône des droits civiques aux États-Unis. Claudette Colvin est décédée hier à l'âge de 86 ans. Elle était entrée dans l'histoire de son pays en refusant de céder sa place à une femme blanche dans un bus de l'Alabama ségrégationniste, un refus qui a déclenché le premier grand mouvement de résistance passive contre la ségrégation. Merci beaucoup Victorien. Alors que des zoos marins ferment peu à peu en Europe, un sanctuaire marin va ouvrir en 2026 en Italie pour les dauphins. Luc, vous en dites plus. Le San Paolo Dolphin Refuge est une lueur d'espoir pour les cétacés qui n'ont connu que la captivité. Aujourd'hui, l'Europe compte encore environ 60 dauphins en captivité, incapables de retourner à l'état sauvage. Proposé par Carmelo Ferniza, président de l'association Jonian Dolphin Conservation, ce projet est essentiel pour créer un modèle de nouvelle gestion des dauphins dans un environnement naturel, mais toujours contrôlé, explique-t-il à l'AFP. Ce premier sanctuaire marin pour dauphins en Méditerranée est situé en Italie. Placé au large de la ville de Tarente, dans la région des Pouilles, le site est prêt. Juste quelques installations en pleine mer seront achevées d'ici la fin de l'année. Les premiers dauphins pourraient arriver en mai ou juin 2026 au plus tard, selon Carmelo Ferniza. Cependant, le projet doit obtenir une ultime autorisation de plusieurs ministères pour accueillir ces premiers dauphins. Le choix du site a-t-il été réfléchi minutieusement, Luc ? Totalement, car c'est un projet en gestation depuis 2018. Il a officiellement été lancé en décembre 2023, après l'obtention auprès de l'État italien d'une concession maritime pour son implantation. Le site installé sur 7 hectares en pleine mer dans le golfe de Tarente a été choisi après des études approfondies. C'est une zone abritée, protégée des vents et courants et aux conditions environnementales optimales. Malgré le passé industriel de Tarente avec ex-Ilva, l'une des plus grandes aciéries d'Europe, les analyses montrent aujourd'hui une qualité de l'eau, de l'air et des sidéments sans danger pour les animaux. Cette aciérie fonctionne au ralenti dans l'attente d'un repreneur et la zone ne présente aucun risque pour la santé des animaux, assure Carmelo. Quelle est la composition du site ? Situé à environ 4 km de la côte, le sanctuaire se compose de plusieurs bassins marins naturels, dont un bassin principal de 1600 m², un bassin pour les éventuels transferts et un bassin vétérinaire pour les cas de quarantaine et de filets de clôture sous-marins. Une surveillance 24 heures sur 24 sous-marine et en surface, un laboratoire flottant et une équipe présente en continu. Sur la terre ferme, une salle de contrôle du refuge reçoit en continu des données de surveillance et des courants marins. Le souhait de Carmelo est d'identifier un groupe de dauphins qui pourrait être idéal pour initier un tel projet. Même si la réglementation limite l'accueil d'un maximum de 17 animaux en Italie, le chef du projet n'attendra pas cette limite pour le bien-être des dauphins. Si ce modèle pionnier fonctionne, il pourrait être reproduit ailleurs en Europe et offrir une issue digne aux cétacés captifs venant d'autres pays européens, dont la France. Merci Luc, il est l'heure de la rubrique sport avec Thomas Gourdeos. La Coupe de France était à l'honneur ces derniers jours. Thomas, vous revenez sur les résultats des 16e de finale avec plusieurs rencontres étalées sur 4 jours. Ces 16e de finale de la Coupe de France ont confirmé la domination des équipes professionnelles. C'est la première fois depuis 1991 qu'il n'y a que des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 en 8e de finale de la Coupe de France. Amiens s'est imposé à Montreuil, pensionnaire de R1 4-2. Monaco a pris le dessus sur Orléans, victoire 3-1. Troyes s'est qualifié à Bastia en s'imposant 2-0.
Angers et Toulouse se sont quittés sur un score de parité 1 but partout, avant une qualification toulousaine au tir au but. Reims a été accroché par Le Puy, 0-0 mais s'est imposé au tir au but. Les Hauts-Lyonnais, club de National 3, se sont inclinés 3-1 face à Lorient. Laval s'est imposé 2-0 face à Istres, club de National 2. Strasbourg a signé une large victoire 6-0 à Avranches, également pensionnaire de National 2. Lens a remporté son duel à Sochaux 3-0. Nantes et Nice ont fait match nul 1 partout avant une qualification niçoise à l'issue de la séance de tir au but. Le Mans et Nancy n'ont pas réussi à se départager dans le temps réglementaire avec un score nul et vierge, mais Le Mans s'est finalement qualifié. Montpellier s'est largement imposé à Metz 4-0. Rennes a assuré sa qualification face au club de National 2 Chantilly, victoire 3-1, et Lyon est allé s'imposer à Lille 2-1. La grande surprise de ces 16e reste l'élimination du Paris Saint-Germain, battu 1-0 par le Paris FC. Les Parisiens ont manqué de réalisme durant tout le match et ne sont pas parvenus à trouver le chemin défilé. A l'inverse, l'Olympique de Marseille a signé le plus large succès de ce tour en s'imposant 9-0 face à Bayeux. Le tableau des 8e est désormais connu. Présentez-nous les différentes affiches. Le tirage au sort a eu lieu hier à 19h45 avant le match de l'OM face à Bayeux. Les 8e de finale se dérouleront du mardi 3 au jeudi 5 février. Pour le premier match, Reims sera opposé au Mans. Ensuite, la plus belle affiche opposera l'OM à Rennes à 21h. Les Marseillais auront l'avantage de jouer à domicile. Le lendemain, Toulouse affrontera Amiens, Nice accueillera Montpellier, Lyon défiera Laval au Groupama Stadium et Lorient recevra le Paris FC, tout juste vainqueur du PSG. Enfin, Troyes recevra Lens et Monaco se déplacera à Strasbourg. Après la défaite du PSG, plusieurs équipes pourraient profiter de ce faux pas pour s'offrir ce trophée mythique. À présent, une triste nouvelle dans le monde du sport, puisque Roland Courbis nous a quittés à l'âge de 72 ans. Retour sur la carrière de ce personnage emblématique du football français. Né à Marseille en 1953, Roland Courbis est un ex-footballeur, entraîneur et consultant. Formé à l'Olympique de Marseille, le défenseur central est passé par plusieurs clubs français, comme l'AC Ajaccio, Sochaux, Monaco ou Toulon. Roland Courbis a consacré toute sa vie au football, une véritable passion qui ne l'a jamais quitté. Il a commencé sa carrière d'entraîneur à Toulon à l'âge de 33 ans, où il dirige l'équipe de 1986 à 1990. Il a entraîné au total 14 équipes françaises entre 1986 et 2022. Parmi elles, il a dirigé 3 saisons les Girondins de Bordeaux, 2 saisons l'Olympique de Marseille, 4 saisons l'AC Ajaccio et 4 saisons Montpellier. Courbis est notamment connu et reconnu dans le monde du football pour son franc-parler. Il rejoint RMC en 2005 et devient un consultant emblématique de l'afterfoot. C'est notamment lui qui a donné le surnom de Zizou à Zinedine Zidane lorsqu'il était aux Girondins de Bordeaux, un surnom qui est toujours resté. Lors de son passage à l'Olympique de Marseille, Roland Courbis a réussi un exploit qui n'a jamais été reproduit. En 1998, alors que ses joueurs étaient menés 4-0 à la mi-temps par Montpellier, l'entraîneur de l'OM dit au président Louis Nicolin que son équipe va s'imposer 5-4 à la fin du match. Les Marseillais ont réussi à créer l'exploit et ont marqué 5 buts durant la deuxième mi-temps, un exploit qui restera à jamais gravé dans la mémoire du football. Un grand homme de foot donc. Revenons sur un sujet un peu plus joyeux, les qualifications pour l'Open d'Australie ont commencé lundi. Faites-nous un petit point sur le parcours des Français. C'est le 3e et dernier tour avant de se qualifier pour le tableau final. Il ne reste plus que 3 Français encore en lice pour le dernier tour de qualification. Le Français Lucas Van Hache, 165e mondial, a très bien joué lors de ses 2 précédents matchs cette nuit. Il affrontera l'Espagnol de 19 ans, Raphaël Jodar. Le vétéran de 34 ans, Pierre Hugerbert, sera opposé à une étoile montante du tennis, Nikolai Boudkov-Kier. Et enfin, le jeune Français Arthur Géa, tout récent vainqueur du Challenger de Nouméa la semaine dernière, sera confronté au 146e mondial. Il est véritablement en train de monter en puissance et une qualification au tournoi principal de l'Open d'Australie serait une confirmation de la progression de son niveau de jeu. Merci Thomas. Une fois par mois, nous parlerons de l'info insolite du mois sélectionnée par Mariam Atoua. Et pour commencer aujourd'hui, direction les États-Unis, un commerce s'est retrouvé au cœur d'une histoire surprenante qu'improbable, impliquant un intrus pour le moins inhabituel. Des images qui ont fait le tour des réseaux et une affaire qui s'est finalement bien terminée, Maria. Un cambrioleur, pas comme les autres, s'est invité dans un magasin de musique du Tennessee dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 janvier à Morristown. Un singe capucin a semé un véritable chaos dans une boutique, une scène aussi improbable qu'amusante, filmée par la caméra de vidéosurveillance du commerce et relayée par les médias locaux. Dimanche matin, en ouvrant son magasin comme chaque jour, la propriétaire, Loretta Bryant, a fait une découverte pour le moins inattendue. Le primate était toujours sur place en train de s'amuser avec les instruments.
aliments. Le capucin cannelle, une espèce originaire d'Amérique centrale et du Sud, s'était même improvisé accordeur de guitare à sa manière. Malgré le côté absurde, Maria, de cette histoire, le singe a-t-il causé de véritables dégâts ? Eh bien oui, derrière l'aspect insolite, les dégâts sont bien réels. Sur place, le singe a réussi à ouvrir tous les éviers de la boutique, à fouiller dans des armoires et à éparpiller des fournitures et du papier d'emballage un peu partout. Il aurait également endommagé plusieurs instruments, y compris des guitares, ainsi que des claviers d'ordinateur selon des témoins. Le propriétaire du commerce a décrit l'intérieur comme étant un désordre total. Malgré les caméras et un système d'alarme, ce petit visiteur imprévu a profité d'une trappe pour animaux pour s'introduire dans la boutique, puis s'est comporté comme chez lui. Alerté vers 8h du matin par un appel, la police locale s'est rendue sur place, mais n'a pas immédiatement réussi à capturer le primate. Les services de contrôle des animaux, eux aussi contactés, ont connu des difficultés similaires. Ce n'est que plusieurs heures plus tard, en soirée, qu'un résident local, Adam Ivy, a aidé les forces de l'ordre en fournissant de l'eau et des collations à l'animal, permettant aux autorités de l'attraper sans incident majeur. Mais alors Maria, comment cet animal s'est-il retrouvé dans le Tennessee ? Eh bien, l'origine de cette histoire remonte à un vol. La police a confirmé que le singe nommé Chester avait été volé dans une ferme en Alabama appelée Roofeather's Farm avant d'être transformé jusqu'au Tennessee où il aurait été vendu illégalement. Cette affaire a mis en lumière un phénomène malheureusement courant, celui du commerce illégal d'animaux exotiques. Des singes capucins sont parfois volés ou échappent de situations de captivité, ce qui représente un danger pour eux comme pour la communauté, car ces animaux ne sont pas faits pour vivre dans des environnements humains. Après avoir passé une journée entière en liberté, Chester a été rendu à son propriétaire légitime, mettant fin à une enquête qui avait mobilisé police et agents de contrôle animalier. De leur côté, les gérants du magasin préfèrent prendre l'incident avec humour plutôt que frustration. Sur les réseaux sociaux, ils ont décrit la situation comme un peu de singerie, rien de bien méchant, tout en montrant des photos du singe avec des snacks dans une attitude presque joueuse. Nous nettoyons les traces laissées par notre visiteur inattendu de la nuit dernière, ont-ils écrit, ajoutant qu'ils souhaitent bonne chance à ce petit bonhomme. Une façon détendue de tourner une histoire qui, malgré tout, les aura tenus en haleine bien plus longtemps qu'un week-end de fermeture classique. Merci beaucoup Maria. On passe maintenant à la météo. Victorien, quel temps fera-t-il dans les prochains jours ? Eh bien Théo, le ciel sera nuageux demain dans l'ensemble des Alpes-Maritimes. Quelques éclaircies seront tout de même de la partie. Il fera jusqu'à 14 degrés à Antibes, Menton et Nice. Vendredi, des averses frapperont la Côte d'Azur. La température restera douce. Il fera 11 degrés à Saint-Martin-du-Var et encore 14 à Nice et Menton. Ce week-end, le temps ne sera pas meilleur malheureusement. Des averses sont prévues pour samedi et dimanche. À Nice, le thermomètre atteindra tout de même les 15 degrés. Merci beaucoup Victorien. C'est la fin de ce journal. Dans quelques instants, vous allez retrouver Léo Ipamimondi et toute son équipe pour la nuit américaine. Nous remercions l'ensemble de nos chroniqueurs et tout particulièrement Luc qui assure à la fois la régie et sa chronique. Merci également à Léo pour son travail à la régie de dernière minute et à Romane pour ses photos. Merci de nous avoir suivis. Victorien vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 17h. Je vous dis à très bientôt. Bonne soirée à tous.